Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de SaaS Connection. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Weber, qui est CEO et cofondateur de Fastory. Bonjour Sylvain. Hello Alex, comment ça va ? Écoute, très bien. Je suis ravi de te recevoir. Moi aussi, je suis content d'être là. On se connaît depuis pas mal d'années. C'est vrai. Au moins 10 ans, je pense. Ouais, facile. Ouais, j'aurais même dit un peu plus. Et on a... j'ai suivi du coup forcément tout ton parcours et celui de Fastory, anciennement Contest. Tout à fait. Et du coup, ça m'intéressait de te recevoir pour que tu nous parles de tout ça. Je pense que tu as plein de... Ce qu'on disait avant de déclencher l'enregistrement... Autant de temps que tu veux. Autant de temps qu'on veut. C'est l'avantage du format podcast, justement. J'ai 10 heures disponibles dans ma carte mémoire, donc on peut y aller. Ok, très bien. Je suis rentré dans le détail. Je rassure tout le monde, ça devrait durer un peu moins longtemps. Okay. Et au pire, on fera, si vraiment, on va dire, on a plein de choses à raconter, on splittera soit l'épisode en deux, soit on fera deux enregistrements. Top. Donc voilà. Est-ce que pour commencer l'épisode, je peux te proposer de te présenter, nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui chez Fastory et peut-être ce que vous faisiez avant, enfin les multiples évolutions qui ont mené à Fastory. Ouais, très bien. Écoute, déjà merci pour l'invite, ça fait plaisir d'être derrière le micro. C'est vrai que j'écoute assez souvent des podcasts, le tien, celui de Génération Do It Yourself par exemple aussi et autres, et voilà, ça fait un peu tout bizarre. J'espère que ça va être intéressant. Écoute, donc moi je m'appelle effectivement Sylvain Weber, j'ai 39 ans, donc je me rapproche du middle age dangereusement. Voilà, mais je suis toujours très jeune dans ma tête. Je pense que c'est beaucoup une question de mindset quand même. Je suis donc entrepreneur depuis 2009 déjà. Donc ça fait ça fait 15 ans cette année. Ouais. Ça fait vraiment bizarre. C'est passé tellement vite. Et donc j'ai cofondé effectivement avec ma compagne qui s'appelle Jacinthe Busson, une entreprise donc qui est Fastory. Et donc Fastory, notre mission en fait, c'est de réinventer l'expérience fan à travers le mobile, à travers la conception d'expériences qui vont être effectivement adressées aux fans. Donc ça peut être à la fois sur les réseaux sociaux, dès lors qu'on veut partager du contenu un peu plus engageant que de simples posts. Donc ça peut être des jeux concours, ça peut être des selfies, ça peut être des quiz, ça peut être des tests de personnalité, ça peut être toutes sortes d'activations. Et après, effectivement, on a développé, on va peut-être en reparler plus en détail après, toute une verticale sport ces 2-3 dernières années, où là on commence à faire du live dans les plus grands stades en France. Voilà, on pourra parler peut-être d'expérience à Paris La Défense Arena, au Stade de France même d'ailleurs. C'est assez fascinant. Et il y a un côté en plus instantané, enfin même d'un point de vue technique, parce que toi, t'as un background tech, ancien dev, tout à fait. qui est assez stimulant parce que d'un seul coup, si dans un stade de 80 000 personnes, t'as un QR code et alors même si tout le monde ne le fait pas, quand t'as 5 ou 10% du stade qui le fait d'un coup, faut quand même suivre le rythme, quoi. Je dirais qu'il faut être préparé. Voilà, c'est vraiment ça. Et en même temps, ça, quelque part, forcément, en tant qu'entrepreneur, on essaye de développer une singularité, de vraiment avoir une approche particulière par rapport au marché. Et pour le coup, je trouve que cet aspect du live génère une barrière à l'entrée qui est assez intéressante, d'un point de vue business. Parce que tout le monde n'est pas capable de le faire, parce qu'il faut mettre en place tout un ensemble, toute une infrastructure qui peut s'auto-dimensionner en fonction de la charge. Donc voilà, on rentre déjà peut-être un peu dans les détails techniques. Non, mais c'est bien. Et après, il y a tout l'aspect émotionnel de comment finalement tu vas transmettre une émotion particulière au moment du live. Ça peut être avant la rencontre d'un match de foot, de basket, peu importe. Ça peut être à la mi-temps. Ça peut être dans les coursives, ça peut être en amont aussi du match pour venir teaser l'événement, pour inciter les gens à acheter des billets, à acheter du merch, etc. C'est vrai que, et après on va revenir un peu sur le parcours, mais que finalement dans ces grandes rencontres, t'as le moment fort, on va dire ce pourquoi tu payes, donc la rencontre sportive en elle-même. Et je pense que, alors
en France, si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression que c'est venu avec le rugby, avec le Stade Français, qui a beaucoup pris, entre guillemets, les méthodes américaines, tu vois, pour faire un avant-match, un après-match et tout. Dans le basket, t'as toujours, tu vois, quand tu vas voir un match de basket, t'as toujours des petits interstitiels avec des animations. Et t'as d'autres sports où concrètement, tu te fais chier entre, tu vois, genre deux matchs, quoi. Et finalement, vous permettez, entre autres, c'est au sein de plein d'autres dispositifs, de faire plus, quoi. C'est ça. En fait, déjà, effectivement, il y a un certain nombre de temps d'attente à remplir, à enrichir, et quelque part, tu vas transformer un temps mort en un temps vivant. C'est ça qui est assez intéressant. Et après, c'est finalement comment est-ce que tu crées une connexion entre ton entité. Donc ça peut être un club, ça peut être une fédé, ça peut être une marque, un événement, peu importe. Comment tu crées cette connexion entre ton entité et finalement des gens qui vont te suivre, qui finalement sont à la base des audiences anonymes que tu vas chercher à identifier, à qualifier et surtout à engager. Parce qu'on est dans cette difficulté aujourd'hui où le temps d'attention est tellement faible. Les gens scrollent frénétiquement sur les réseaux. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, ils s'arrêtent ? Qu'est-ce qui va faire que tu vas créer un contenu qui va être impactant dès le départ, dès les premières secondes ? Et ensuite, comment est-ce que tu vas les amener dans ton univers à toi ? Cette partie-là, du coup, on est en train de plonger là-dedans. Tu m'as lancé. C'est pas grave. Cette partie-là, justement, sur ce côté... alors, je vais peut-être pas utiliser les bons mots, mais gameplay. Parce que c'est pas forcément que du gaming, mais il y a un peu ce côté savoir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, et ainsi de suite. C'est quelque chose, une compétence que vous avez développée en interne ou c'est tes clients, entre guillemets, qui le font et vous êtes le support technique ? Écoute, c'est plusieurs choses. C'est déjà effectivement le fait d'être toujours aux avant-postes de ce qui se fait de mieux dans le gaming, je dirais marketing. Donc forcément, il y a cette idée d'étudier les tendances en permanence, de comprendre un petit peu dans quelle direction va le marché, quelles sont les attentes. Tu vois, pareil, on pourra en parler, hein, mais la naissance de Fast Story, dans Fast Story, il y a Story. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il y a eu cette tendance, ce phénomène des stories qui ont été initiés par Snap et ensuite qui ont été présentes un peu partout. J'ai quelques questions pour toi sur ça. Et en fait, finalement, c'est l'émergence de ces tendances qui fait qu'à un moment donné, on a un certain nombre d'opportunités d'innovation en matière de gameplay, en matière de mécanique de gamification qui font que tu vas chercher à faire en sorte que les marques puissent se l'approprier, puissent personnaliser un casual game qui a par exemple été un carton. Tu vois, on s'inspire par exemple de Guitar Hero il y a quelques années, mais c'est devenu Piano Tiles derrière, plus d'1 milliard de téléchargements. Comment est-ce que tu leverages ce succès-là et comment est-ce que tu fais en sorte finalement d'y donner accès aux marques ? Et sachant que, on va dire par rapport... Alors, là je prends sur la verticale sport, mais c'est aussi valable même sur la verticale... Enfin, sur le côté fan. Parfois, t'as pas vraiment... t'as pas de test and learn possible, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, si t'as, je sais pas moi, la finale de Roland Garros, t'as prévu un truc spécial pour la finale de Roland Garros. Je dis ça, je sais pas si c'était client. Mais du coup, et c'est pas la même chose que ce qu'il y a eu avant dans le tournoi. Entre guillemets, t'as pas pu le tester à petite échelle, quoi. C'est d'un seul coup, il faut que ça... Après, il y a toujours cette idée de, tu sais, eat your own dog food. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris chez Google, le fait de vraiment utiliser son propre produit pour répondre à ses propres besoins. On pourra en reparler aussi, mais dans notre marketing, on commence à intégrer du gaming à destination de nos clients. Tu vois, avec un principe de club, etc., où on va rassembler un peu tout le monde et faire gagner des dotations. Ça, c'est un truc typiquement qu'on n'avait jamais fait avant et qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans cette étude, dans cette compréhension finalement de je mets entre les mains un produit au final, parce que le jeu est un produit en soi. Comment je fais pour faire en sorte que ça soit le plus captivant possible. Faut pas que ce soit trop long non plus, parce que derrière on veut vouloir collecter de la data. Si le jeu est trop complexe, trop challengeant, ou tu as besoin de tryhard de ouf, c'est plus compliqué. Donc il faut aussi trouver la bonne mécanique en fonction de la cible. Quand tu t'adresses à un club de sport, c'est pas pareil
que quand tu t'adresses aux fans de sport, pardon. C'est pas pareil que quand tu t'adresses à des clients d'une banque ou des télécoms. Okay. Et donc forcément, on va dire que le modèle de gamification doit être adapté en fonction de ça. Et c'est aussi ce qu'on a imaginé en créant Fastory, en créant donc à la fois la technologie qui permet de faire tourner les expériences mobiles et en même temps la plateforme qui, elle, est vraiment plug and play, quoi. C'est-à-dire que sans compétences techniques, tu peux créer très facilement toutes sortes de mécaniques de jeu, plus de 60 au catalogue aujourd'hui sur étagère. Et donc, c'est ce qui fait la diff à un moment donné. Et donc, c'est beaucoup de tests en interne, en externe. Nos clients testent aussi beaucoup de choses. Et ensuite, c'est le fait de faire le bilan régulièrement et se dire « Ok, ça marche bien. Pourquoi ça marche bien ? Comment est-ce qu'on fait pour développer le jeu, itérer pour améliorer un jeu existant ou créer un jeu totalement nouveau parce que ça a du sens. Ce que je te propose, c'est qu'on revienne un peu en arrière. Ouais, parce qu'on est parti on est déjà en tête les... et tout, mais c'est très bien. J'espère que ça plaît aux auditeurs. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on revienne un peu sur Contest, sur donc, l'ancêtre de Fastory, puisque ça, on va dire, sur les 15 ans d'existence de l'entreprise, c'est les 2/3. Enfin, c'est plus de 8 ans, ça c'est sûr. Tu vois, 10 ans. avec beaucoup d'apprentissage et tout, qui vous ont, on va dire, emmené via des itérations successives et tout vers Fastory aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce par quoi vous avez commencé plutôt chez Contest? Avec plaisir. Alors, écoute, plusieurs étapes alors je vais pas tout raconter parce que vraiment ça va être trop long. Je suis même pas sûr que les 10 heures suffisent sur ton disque dur. Déjà, avant Contest, il y a eu un autre projet. Ok. Voilà. Peu de gens le savent. Ça s'appelait tcap.com. Ok. Et en fait, tcap.com, ça venait de l'expression tcap ou pas cap. Et le principe, c'était déjà un projet qu'on a créé ensemble avec Jacinthe, c'était qu'on fournissait une plateforme B2C où les gens pouvaient proposer des défis à relever. Et ensuite, la communauté pouvait, on était en 2009, même avant, 2007-2008, la communauté pouvait les relever. Donc, soit en photo, soit en vidéo. Il y a eu d'autres copies, non, après ? Ouais, alors à l'époque, il y avait un site qui s'appelait Braxter, qui a été racheté par le Guinness des records, d'ailleurs. Voilà, eux, ils ont pris le marché américain, ils ont bien développé le truc, en sachant que c'est quand même une activité un peu tendue. Pourquoi ? Parce que des défis, tu peux avoir plein d'idées, des bonnes, mais aussi des mauvaises. Alors, heureusement pour nous, je touche du bois encore aujourd'hui, on n'a pas eu de soucis je crois que le pire défi à l'époque qu'on a eu, et heureusement, c'était t'es capable de pousser mémé dans les orties, tu vois, quelque chose comme ça, ça va, c'est gentil. Mais et encore, si elle se casse le col du fémur et compagnie. Ça, c'est moins gentil, effectivement. Mais bon, par rapport à ça, ce qui était intéressant à l'époque déjà, c'était ce côté, finalement... je vais mettre à disposition une plateforme qui va permettre aux gens de réaliser des choses, tu vois, de se dépasser et finalement de réaliser des actions. Tu vois, et donc on avait déjà l'idée, alors bien sûr c'était par exemple t'es capable d'embrasser le plafond, t'es capable de sauter en parachute, t'es capable je sais pas de lancer ton podcast par exemple, ça aurait pu être ça, même si à l'époque c'était pas trop la trend, mais il y avait aussi t'es capable de planter un arbre, t'es capable de donner à une association. Voilà, on était dans une démarche déjà RSE avant l'heure, je crois que l'expression n'existait même pas, et on s'était dit ok, il y a un truc à faire finalement d'aller d'être dans cette impulsion de t'es capable de quelque chose et ensuite de construire en fait quelque part un écosystème qui permet d'héberger cette action et puis de la viraliser, quoi. C'était un peu ça l'idée de départ qui quelque part a été ensuite un fil rouge pour la suite, tu vois. Vous avez fait ça pendant combien de temps ? On a fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Tout en étant toujours... Alors oui, ça c'est aussi notre particularité, c'est que on a toujours, on va dire, gérer notre risque, dans le sens où, donc moi j'étais à l'époque développeur chez Dailymotion.
Voilà, donc ça c'est aussi une belle histoire. Hein. Alors j'ai pas vécu les tout débuts de l'aventure, mais voilà, j'ai pu partager des choses et aussi m'inspirer, tu vois, vraiment au contact finalement de ce succès français de l'époque qui était devant YouTube, hein, en tout cas en France, en termes d'audience, c'est des super souvenirs. Ça existe encore. Et le vivre de l'intérieur, c'est particulier. Ça existe toujours avec un pivot B2B aujourd'hui. Il me semble que par exemple les vidéos de Le Monde sont hébergées sur Dailymotion. Je crois. Ouais. Hein. Voilà. Et donc, c'était une époque, effectivement, j'avais ce job. Et Jacinthe avait son job aussi chez Deezer. Voilà, puisqu'elle a fait partie de la première équipe Dailymotion, mais dans le son, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on a eu un peu ce parcours en parallèle, tu vois, avec quelque part de la vidéo d'un côté, la musique de l'autre. Et puis, en fait, ce qui est intéressant du côté de Jacinthe, c'est qu'elle a été la première directrice artistique de la boîte, tu vois. Et elle a été recrutée au moment où Deezer a changé de nom, parce qu'avant ça s'appelait Blog Music, et c'était pas très légal. Et en fait, c'était justement une période assez charnière pour la boîte, où en fait, à l'époque, Jonathan Benhassaya a signé un deal avec la SACEM, et avec Daniel Marelli aussi, hein, qui était le co-founder. Et c'est ce qui a rendu Blog Music légal avec cette transformation vers Deezer. Et donc, elle a été recrutée à ce moment-là. Ah oui, intéressant. Voilà, tu vois. Et elle était passionnée d'ergonomie à l'époque. Comment est-ce qu'elle a été repérée ? C'est parce qu'elle avait fait une analyse ergo du site Deezer, enfin de l'application Deezer sur desktop à l'époque uniquement, sur son blog. Voilà. Et donc, du coup, tu vois, c'est ce qui a permis de se faire repérer et puis de rejoindre cette aventure, quoi. Donc, ça a commencé comme ça. Du coup, vous étiez en poste, vous développez ça sur le côté pour vous amuser, pour side project, quoi. Au départ, sur TCAP, c'est ça. Okay. C'est ça. Avec des partenariats intéressants quand même à l'époque. On avait notamment collaboré avec la fondation Antoine de Saint-Exupéry. Et le projet, c'était TCAP de dessiner un mouton. Okay. Tu vois. On avait aussi travaillé avec Kev Adams, qui est aujourd'hui très connu. Moi, à l'époque, quand je l'ai rencontré, personne ne connaissait ça. J'ai mangé des pâtes avec lui, on était tranquille. Tu le connais toujours ? Il mettait énormément de sel d'ailleurs, et alors qu'il n'avait pas encore goûté son plat. Mais ouais, fabuleux. Non, on n'a pas gardé contact. Mais j'ai écouté son podcast récemment chez justement. Chez Mathieu, ouais. Mathieu, exactement. Ouais. Et j'ai été impressionné par la maturité de Kev. Voilà, c'est quelqu'un qui a été très critiqué, qui est encore critiqué par une partie des gens. C'est presque une mode pour certains. Je trouve ça dommage parce que c'est quelque part. Je me retrouve presque sur une partie, alors pas sur la popularité, mais sur toutes les galères qu'il a rencontrées et ce côté tryharder, tu vois, vraiment le fait de jamais se décourager. Voilà, il est allé toquer, enfin il a attendu Gad Elmaleh devant sa loge, enfin même devant l'Olympia, je crois que c'était, ou une autre salle, pendant des jours et des jours pour donner son CD de démo. Enfin c'est quand même des histoires incroyables quand on sait qu'après il a fait un duo avec lui et tu vois, c'est des histoires assez formidables. Donc lui en l'occurrence nous a fait confiance avec son équipe, c'était Elisa Soussan qui est toujours sa manager aujourd'hui, en tout cas son associé. Et là, on était dans une logique où on avait créé une page pour Kev et en fait, les gens pouvaient lui lancer des défis. Voilà. Et il avait notamment relevé le défi « T'es capable de raconter ta vie au Crédit Mutuel, la banque à qui parler ?» Et on avait filmé ça de l'extérieur de la banque. Il était vraiment allé voir une banquière. Et là, il a fait quasiment tous ses sketchs c'est drôle. Dans le bureau de la banquière, quoi. Donc, très, très, très drôle. Ouais. Et aujourd'hui, il bosse encore avec vous ? Non, pas du tout. Non, vraiment. Bon, c'est un appel à Kev Adams. Pourquoi pas, écoute. Et à sa manager, un petit comeback 15 ans plus tard, tu vois, puisque vous permettez d'engager avec les fans, je pense que ce serait bienvenu il y a forcément des choses à imaginer, pourquoi pas. Que vous bossiez ensemble. Ouais, tout à fait. Ok, du coup, donc, tu as cette période-là. À quel moment vous vous rendez compte avec Jacinthe que TCAP, c'est pas forcément... Enfin, j'imagine que si vous en avez pas fait un business et que c'est devenu contest, c'est qu'il y a des raisons. C'est simple, c'était un four total. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a toujours un peu ce complexe. Alors Jacinthe me dit arrête maintenant, je pense que c'est bon. Mais on n'a pas fait d'école de commerce. On a appris le business dans le dur. Je pense qu'elle a raison. C'est bon. C'est bon. Maintenant, je peux être fier effectivement du parcours. Tu as totalement raison. Donc oui.
on a effectivement donc ce côté où on n'a pas d'expérience entrepreneuriale du tout, on part de zéro. C'était une époque différente où en fait il y avait encore, tu sais, un peu ce mythe où tu lances ton site et les gens vont venir d'eux-mêmes. T'inquiète pas, si tu as une bonne idée, ça va marcher. La réalité, elle est totalement différente. Donc, y compris même avec les quelques partenariats qu'on a fait, on n'a pas réussi à drainer une audience suffisante, à vraiment fédérer autour de l'idée. Même si en termes de médias, etc., on a vu quelques posts intéressants. J'avais aussi été interviewé dans l'émission Plein Écran à l'époque de Cédric Ingrand sur LCI. Ouais. D'ailleurs, j'étais très stressé. J'avais l'impression que le monde entier... avait les yeux focalisés sur moi parce que c'est de la télé, quoi, tu vois. C'est vrai qu'à l'époque, c'est un enseignement parce que tu vois, après je me suis dit finalement que ok, tu peux faire du média plan, etc., mais c'est pas ça qui va faire que les gens vont vraiment utiliser ton produit, quoi. Tu vois, c'est compliqué. Ouais, après, ou alors en mettant énormément de budget avec une approche financière, une grosse levée de fonds, vraiment en mode bourrin, peut-être. Mais c'est vrai qu'en B2B SaaS, en tout cas, là c'était B2C, mais même après en B2B, je trouve que les choses sont un peu différentes. En tout cas, l'époque était différente, et c'est vrai que c'est peu comparable à aujourd'hui, dans le sens où tu vois, moi je me souviens effectivement des lancements en 2009 ou autres. Ouais. T'avais on va dire, ton lancement, si tu voulais le réussir, c'était des RP, c'était le fait de passer dans quelques médias, dans quelques, tu vois, médias qui soient en ligne, télé, pourquoi pas, ou autre. Alors je dis pas que la télé marche plus aujourd'hui, ou les médias en ligne non plus, mais aujourd'hui, par exemple, tu vois, t'as beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, t'as une forme d'influence, t'as des podcasts, tu vois, en fait, il y a plein d'autres médias qui se sont créés, et un peu au détriment de ces médias traditionnels, tu vois, historiques, quoi. Mais... Ouais, tout à fait. Après, écoute, il y avait en revanche une certaine forme de viralité assez intéressante sur les réseaux Facebook de l'époque. Il y avait beaucoup moins de startups aussi. Ça, c'est sûr. Donc ça veut dire que tu lançais un truc, tu pouvais quand même être écouté. Aujourd'hui, j'ai l'impression que quand tu pars vraiment de 0-0, c'est quand même très compliqué d'émerger. D'où l'idée effectivement de développer ton expertise, de communiquer autour d'un, c'est peut-être plus forcément un blog aujourd'hui, mais d'être très très bon déjà sur tes posts LinkedIn, sur tes prises de parole, etc., pour en fait fédérer déjà autour d'une idée, d'un concept avant de lancer quelque chose, quoi. Non, c'est vrai que le contexte est totalement différent. Donc TCAP. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, impossible à internationaliser comme terme, tu vois. Donc TCAP, finalement, vous le mettez de côté. Contest, pareil, vous le démarrez un peu en mode side business, tout en gardant votre job chez Deezer et Dailymotion, ou là, pour le coup, il y a un peu un truc, bon allez, ok, faut qu'on y aille, all-in. Alors, en fait, on a essayé d'équilibrer le risque. Donc en fait, Jacinthe a gardé son job chez Deezer et moi j'ai quitté Dailymotion. Alors ça, c'est un peu aussi un demi-échec quand même, parce que je me suis fait licencier à l'époque. Je pense que je peux le dire maintenant, il doit y avoir postérité. Avec le recul aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, je me dis que j'étais quand même un collaborateur très difficile, tu vois, très critique. J'étais assez bad boy, quoi, même assez relou au quotidien, parce que j'avais ce sentiment où en fait il fallait aller très vite. J'avais déjà, je pense, en moi, tu sais, un peu ce feu sacré où t'as envie de lancer de la feature, t'as envie d'être plus compétitif qu'un YouTube. Voilà. Et en fait, c'est vrai que sur le moment, j'ai un peu outrepassé mon périmètre. Je mettais la terre en copie de mails où je critiquais un peu tout à tort et à travers, et je pense que ça a pas été bien reçu, mais c'est normal en fait. Même aujourd'hui, je pense que je me serais viré moi-même, tu vois. Ok. Voilà. Et donc, pourquoi on parlait de ça déjà pour les débuts de contest. Voilà, les débuts de contest. Et donc du coup, je me suis fait licencier. Et donc après, c'est comment est-ce que tu fais en sorte de
transformer quelque part un échec personnel, tu vois, en une opportunité. Et je me souviens très bien de ce jour où en fait, j'ai été convoqué pour qu'on m'annonce effectivement que ça allait s'arrêter. Et c'était à l'étage, il y avait ce côté un peu hiérarchique, tu sais, où tu vas monter dans la tour. Enfin, il n'y avait que 2 étages, mais bon, voilà, tu vois le principe. Et du coup, je redescends et là, je suis dans la salle de pause. J'appelle Jacinthe pour lui annoncer. Et donc, forcément, je suis un peu dépassé, quoi. Tu te dis, mais comment on va faire Et puis TCAP, c'était pas un succès à l'époque, donc grosse prise de risque, etc. Et on avait déjà anticipé un peu l'évolution parce que on avait remarqué, par exemple, avec la Fondation Saint-Exupéry, qu'ils avaient quelque part fait levier sur notre technologie TCAP pour animer leur propre communauté de fans du Petit Prince. Tu vois. Et donc du coup, c'était pas anodin. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, il y a une opportunité intéressante de pouvoir construire un business qui serait B2B, où là, on serait vraiment dans une démarche de simplifier la création de jeux concours, d'appels à contribution, concours photo, etc. Tu vois. Et donc c'est venu de là. Et vraiment, il y a eu un peu ce moment clé. Je sais pas comment tu appelles ça, le côté où tu bascules, le moment de basculement, le point de bascule où je lui ai dit, écoute, Jacinthe, je pense que c'est le bon moment pour tenter notre chance, quoi. Pour vraiment se lancer. On sait pas du tout ce que ça va donner, potentiellement ça va pas marcher, ça va faire un deuxième four, mais l'avantage qu'on a, c'est que on peut justement entreprendre en duo, et surtout tu peux conserver ton job pendant que moi donc je le quitte. Il y avait quand même à l'époque un pôle emploi, la NPE, qui nous a permis de financer quand même pendant 12-18 mois mon salaire, entre guillemets, et donc ça a été un moment clé où on s'est dit ok, c'est le bon moment, on va se lancer. Donc là on est en 2009, long story short, en gros, c'est déjà le moment où il commence à y avoir où Facebook ouvre les vannes, parce que donc Facebook, là pour le coup, c'est l'âge d'or. Enfin, il n'y avait pas encore Instagram, il n'y avait pas. Non, je crois que c'est 2007-2008 la création de Facebook. Alors, en France, on a commencé à y avoir accès en 2007. Pour de vrai, je crois que c'est 2004-2005. Mais... Ok. Oui, c'était très local. C'était très local. Les étudiants américains, etc., les universités. Mais du coup, donc c'est un peu l'âge d'or, là où vraiment les gens passaient du temps sur Facebook. Vous, avec Contest, vous lancez direct, genre en mode un peu le plugin, je vais mettre des guillemets, mais sur Facebook ou... Alors, à la base, c'était quand même très desktop first. Donc, il y avait ce côté de aujourd'hui de l'époque, quand tu es une agence, quand tu es un annonceur, c'est compliqué de lancer ta campagne d'engagement marketing. On l'appelait même pas comme ça à l'époque, mais tu veux lancer un jeu concours, ça te prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, un investissement important, plusieurs personnes qui vont développer le jeu, qui vont le designer, etc. Et donc là, déjà, il y avait cette opportunité on va simplifier le truc. On va faire en sorte de le processer d'une certaine manière avec une succession d'étapes où tu dois finalement remplir des formulaires les uns après les autres, et hop, tu appuies sur un bouton et ça te génère ton jeu, quoi. Il y avait déjà cette démarche-là. Pour le desktop, et vraiment sur une consultation dans le navigateur, et très rapidement, effectivement, Facebook a mis à disposition la possibilité de pouvoir intégrer des iframes. Alors, c'était même pas des iframes à l'époque, ça s'appelait FBJS, et FB, je crois que c'était FBCSS, enfin bref, c'était une sorte de version dégradée ou light du JavaScript. Et donc, tu pouvais pas faire ce que tu voulais, c'était très contraint. Et on avait déjà proposé des jeux, on était les premiers à le faire. Tu vois, on était vraiment pionniers sur cet aspect-là. Et après, en fait, on a suivi Facebook dans son évolution en termes d'API, en termes de possibilités offertes. Et c'est ça qui a fait qu'on a toujours été quelque part aussi dans cette démarche où il fallait qu'on suive la trend, qu'on suive les évolutions du réseau, parce que sinon on était mort, quoi. Ça dure... pour faire un peu en avance rapide, on va dire 2009-2015, je pense, cette période-là à peu près. C'est ça. C'est quoi votre
croissance, les clients, enfin pour faire une version un peu accélérée tout à fait. de l'histoire, c'est quoi un peu les milestones que vous rencontrez à cette époque-là? Alors, il faut quand même partir déjà du postulat qu'on est sur une niche. Donc, on n'a jamais été, je pense qu'on sera, enfin, c'est difficile, peut-être que ce sera le cas dans le futur, hein, mais on n'est pas sur une hyper-croissance, clairement. Donc, au début, on a du mal à comprendre pourquoi, mais en fait, la réalité, c'est que dans cette approche B2B et dans une démarche où finalement, c'est pas si évident de recruter des nouveaux clients parce que, tu vois, ne serait-ce que sur les expressions SEO, qu'est-ce que tu tapes? Tu vois, tu vas taper création jeu concours, tu vas taper outils jeu concours, mais en fait, il n'y a pas forcément un mot-clé qui va faire que. Tu vois, je sais pas, comparateur ou autre, et comparateur de vol. Enfin bref, c'est des expressions courtes, très concurrentielles. Nous, il y a finalement peu de concurrence, mais aussi très peu de trafic sur ces adresses. Et donc, c'est quand même très compliqué d'acquérir les premiers clients. Tu fais souvent des choses gratuitement au début pour te construire en fait un portfolio. Tu te fais un peu avoir. Tu vois, parce que en fait, je ne vais pas les citer, mais tu as effectivement parfois des grosses boîtes qui, alors peut-être plus maintenant, mais à l'époque, qui te faisaient bosser gratuitement en te faisant miroiter que potentiellement après, tu allais aboutir sur un contrat, etc. Et puis derrière, ça ne se fait pas. Tu utilises néanmoins quand même la marque, la référence, mais c'est vrai qu'il faut être capable à un moment donné là aussi de basculer et de se dire, OK, est-ce que j'ai suffisamment de références pour pouvoir vraiment commercialiser ma solution officiellement ou est-ce que je dois encore prouver quoi. Tu vois. Ouais, ça finalement, ça a pris quand même un peu de temps. Ça a pris plusieurs années. Et puis t'as ce côté, tu disais, je reviens un peu dessus, mais on sentait une forme de complexe chez toi du fait de ne pas avoir fait d'école de commerce. Ouais, c'est possible. On a fait énormément d'erreurs. J'imagine qu'il y a un petit côté aussi où peut-être que on va dire ça faisait partie du temps nécessaire pour que t'admettes que tu saches parler à Coca, que tu saches parler à telle boîte ou oui, il y avait peut-être un complexe à ce niveau-là. Après c'était surtout autre chose aussi, c'est que comme on avait un parcours tech / design, on a pensé que si tu fais un bon produit, ça suffit. Tu vois, il y avait ce côté-là où ça aussi, hein, c'était un peu peut-être les mythes de l'époque, mais on pensait il fallait qu'on concentre tout sur le produit, que le produit allait être notre principal marketing. Et en fait, en partant de ce postulat-là, je pense qu'on est passé à côté de toute stratégie outbound possible. Tu vois, on faisait aucun cold call, aucun cold email. On n'a pas fait de prospection. Et ça, c'est aussi quelque chose dont je suis fier aujourd'hui, c'est que là, en ce moment, on réfléchit quand même à faire de l'outbound, on a fait quelques tests, etc. Mais quand même, sur les 15 ans, c'est zéro prospection. Tu vois. Et je pense que ça, c'est assez singulier dans le B2B, SaaS. Quoi. Ouais. Oui, c'est assez singulier. Ou tu as des gens qui se reposent sur des stratégies de content et d'inbound, tu vois, assez détaillées. Après, je pense que tu vois ce qui est important, en tout cas, et l'autre jour, je lisais un post sur une boîte qui faisait même pas d'inbound, tu vois, au sens content, parce qu'en fait, ça les saoule, tout simplement. Ouais. Ils aiment pas faire ça. Et du coup, ce qu'ils font, c'est du engineering marketing. Donc, en fait, ils créent des side products. Tu vois, par exemple, c'est comme si, je sais pas, toi, c'est le side product le plus connu. C'est un side product qui a été fait par HubSpot. Qui s'appelle Website Grader, qui est un site en gros où tu vas mettre ton URL et ça va te dire si tu es optimisé niveau SEO et ainsi de suite. D'accord, une sorte de lead magnet. C'est complètement un lead magnet. Pour pouvoir collecter du lead. Et tu vois, et du coup, tu as t'as des boîtes B2B SaaS qui ne n'usent pas forcément de stratégie content, soit outbound, mais tu vois, qui sont un peu astucieux. Le tout, c'est que ça corresponde à ton ADN, quoi. Finalement, vous pourriez très bien faire que des jeux à votre marque pour juste vous faire connaître par les gens. Après, on a quand même eu, si tu veux, un peu cette sensibilité de développer des sortes de micro-produits pour attirer du trafic, comme par exemple un calendrier des grands temps forts marketing. On avait développé aussi une sorte de mini-site événementiel qui s'appelait 100 Marketing Tips, où en fait les gens envoyaient des tweets avec un hashtag en donnant un tips marketing. Et puis on avait récupéré tous les tips qu'on avait mis en embed sur une page. On avait fait une affiche, etc. qu'on a
envoyer tous nos clients. Ouais. Voilà, on avait donc, quand même il y a quand même pas mal de... Tu vois, cette volonté de faire un marketing un peu différent, un peu original. Et on va revenir dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le marketing que vous avez, il est aussi... je pense qu'il vous correspond bien. On viendra dessus après. Juste... on était sur Contest, j'ai oublié ce qu'on allait dire. On parlait de contenu. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc, vous faites ça pendant pas mal d'années. Ouais. Comme tu dis, ça se développe à son rythme. On acquiert les premiers clients petit à petit. Des petits clients aussi, dans le sens où on est sur des paniers moyens qui sont autour de 500 € le jeu. Et du coup, on est sur un principe quand même de distributeur automatique de jeux. Tu vois, le côté un peu jetable. J'ai besoin de faire un jeu pour demain. Je vais utiliser Contest. Ouais, et tu as du repeat, mais c'est pas du MRR, quoi. Enfin, c'est pas du... C'est ça. Il y avait quand même un principe d'abonnement déjà à l'époque. Ouais. Mais hyper self-service. Tu vois, il y avait déjà Stripe, on avait déjà mis en place. Et finalement, il y avait très peu de contacts clients. Ok. Ouais. À un moment donné, il y a quand même un switch de marché qui se fait. Ouais. C'est-à-dire que vous, on va dire historiquement, et en tout cas au début, vous êtes très intégré dans Facebook avec ces fameuses sortes d'iframe qui sont dedans. Sauf que à un moment donné, il y a un peu une perte d'intérêt, j'ai l'impression, en tout cas au niveau des utilisateurs. Et du coup, même Facebook, qui au bout de, je sais pas en quelle année, va dire stop cette partie-là, quoi. Ouais, alors il y a eu quand même une certaine époque où, je sais pas si tu te souviens, il y a le principe de Fangate, c'est-à-dire qu'en fait, pour accéder au contenu de l'iframe en question, qui était dans Facebook, il fallait que tu likes la page. Ouais. Et donc en fait, il y avait toute une mouvance où il fallait générer le plus de fans possible pour ta page, et donc faire un jeu concours, c'était une bonne idée. Tu vois. Aujourd'hui, tu as les jeux qui sont partagés directement aussi dans les posts sur Insta pour faire monter les comptes, avoir plus de followers, de commentaires, etc., où tu es obligé de follow tu vois, pour jouer. C'était déjà un peu ce principe-là à l'époque, et c'était toléré par Facebook, et même encore aujourd'hui, ça reste quelque chose qui n'est pas interdit, tu vois, sur aucune plateforme, heureusement. Quelque part. Après, c'est vrai que ce qui a beaucoup évolué, c'est que les plateformes ont eu tendance, au fur et à mesure, à privilégier les contenus organiques, les contenus natifs. Et donc à faire en sorte que finalement, dans l'algo, tes contenus allant vers un site web sont moins poussés, quoi, tu vois. Et du coup, le virage, à ce moment-là, vous le prenez comment ? Enfin, c'est rapide, c'est pas rapide, vous le subissez ou vous arrivez à l'anticiper ? En fait, on le pressent, et c'est surtout, je dirais, la montée en puissance du mobile qui nous a fait comprendre qu'il était en train de se passer quelque chose, dans le sens où, en fait, quand tu interagis sur mobile, tu es sur un petit clavier. Enfin, tu es sur même un clavier tactile. À l'époque, il y avait peut-être encore du BlackBerry, etc. Mais tu es sur du tactile, donc tu utilises tes pouces, tes mains, et tu es sur un petit écran. Donc potentiellement, en fait, les boutons doivent pas être de la même taille. Tu as une logique où tu scrolles beaucoup plus rapidement, tu vois, donc tu as vraiment le côté above the fold et under the fold, où finalement, tu peux passer à côté de la plupart du contenu si par exemple il n'est pas adapté à une expérience, une interface, une navigation mobile. Et en fait, on s'est rendu compte que nous-mêmes, on n'avait plus envie de tester nos jeux. C'est-à-dire que c'était plus très stimulant. Nous, on a besoin d'être, de nous-mêmes ressentir, tu vois, positivement les choses et se dire, ok, en tant que joueur, je vais kiffer de jouer à ce jeu-là. Et en fait, là, on kiffait plus du tout, quoi. On s'est dit, mais en fait, là, on est en train de faire ce qu'on appelle du responsive design. On prend l'interface du desktop et on va la compresser dans un petit écran en pensant que ça va marcher. Sauf que quand tu fais ça, tes blocs, ils se mettent les uns en dessous des autres. T'es dans une approche qui est vraiment pas très agréable et surtout pas fun. Tu vois. Et donc en fait on s'est rendu compte de ça assez vite. On s'est dit que potentiellement si on faisait pas quelque chose, un de nos concurrents allait le faire. Et en même temps c'était vraiment l'époque où Snapchat venait de lancer le format Stories, avant même que ce soit un phénomène ensuite, avec tous les réseaux qui ont copié le format. Et vraiment, dans ce format Stories, on a vu une opportunité
parce que en fait, t'es dans un mode zapping. Tu passes d'un écran à l'autre en un tap. C'est quand même le mode de navigation le plus simple que tu puisses imaginer. Qu'est-ce qui fait que Flappy Bird à l'époque a fonctionné? C'est parce qu'en fait, tu pouvais jouer d'une main. Voilà, tu faisais juste ça. Et le jeu, il était d'apparence simple et il était extrêmement compliqué dès lors que tu passais un certain nombre de tuyaux à l'époque. Tu te souviens? Je me souviens très bien. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le créateur de cette appli s'en est beaucoup voulu après, parce que les gens sont devenus tellement addicts à ce jeu qu'il a préféré arrêter de faire de pousser plus loin. Donc tout ça pour revenir sur cette notion d'expérience mobile, les stories sont devenus une opportunité et on s'est dit ok, comment est-ce qu'on peut faire en sorte finalement que tu démarres ton parcours en découvrant un contenu de marque à travers une story, et comment est-ce que tu vas ensuite prolonger cette expérience de story avec un contenu de marque qui est lui interactif, gamifié et qui va vraiment te permettre de vivre une expérience de marque. Et ça du coup finalement alors c'est pas un pivot parce que vous suivez un peu vos clients dans tout ça, mais... On parle plutôt d'une métamorphose. Je trouve ça intéressant. Tu vois, le concept de la chrysalide qui se transforme en papillon. Il y a ce côté-là, il y a le fait qu'on était un peu dans notre jus à un moment donné, sur un océan rouge qui avait quand même pas mal d'acteurs qui faisaient la même chose que nous. Il y avait très peu de différence finalement entre ce qu'ils faisaient et ce qu'on faisait. Et on s'est dit, ok, on peut rester sur la même ligne et je pense qu'on pourra en vivre et continuer ainsi... sur une trend assez flat, ou alors vraiment, entre guillemets, on se met autour d'une table. Et d'ailleurs, on a embarqué toute l'équipe sur une péniche à l'époque qu'on avait réservée sur Airbnb. Voilà, et en fait, pendant une semaine, on a imaginé les prémices de Fast Story. Tu vois, on a imaginé comment, si on avait à repartir de zéro, on pourrait construire une nouvelle plateforme à l'heure du mobile first, à l'heure des stories. Ça vous a pris combien de temps de faire ça? Alors, la première ligne de code de Fast Story, c'est 2015. Ok. Voilà. Donc, en fait, ce qui est très complexe à faire, et je le recommande vraiment pas à toutes les boîtes, parce que c'est très engageant émotionnellement, c'est d'enclencher une transition aussi forte, parce qu'effectivement, même si c'est une transformation, tu vois, quelque chose qui s'inscrit un peu dans un prolongement. En fait, tu as quand même une sorte de schizophrénie où en fait, d'un côté, tu as un produit qui marche, qu'il faut continuer à maintenir, continuer à développer sur des technologies qui sont potentiellement plus anciennes, et en même temps, tout en gardant une petite équipe, donc on était, tu vois, 10, 15, pas plus, en même temps, tu dois construire quelque chose de totalement nouveau. Et ça crée potentiellement des frustrations en interne. Comment tu gères ton équipe technique ? Si tu fais 2 squads, les mecs qui sont sur l'ancienne version, ils sont trop vénères. C'est ça. Si c'est la même squad, quand il s'agit de fixer des bugs sur l'ancien truc, ils sont vénères. Tu peux aussi. pas non plus faire 50-50. Parce qu'à un moment donné, si tu mets que la moitié de ton fuel sur le nouveau projet, ça sort jamais, quoi. Donc ça met 2 ans, 3 ans... voire même plus. Nous, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est que on avait dans notre équipe technique un dev qui était dans une volonté de reconversion. Il voulait devenir agriculteur. Et en fait, notre idée, c'était de l'accompagner dans cette transition. Et on lui a dit, écoute, c'est très simple. Est-ce que toi, tu serais partant pour être un peu le gatekeeper, donc un peu le maître des clés sur Contest? Tu protèges un peu l'équipe, tu vois, et tu vas en fait faire en sorte de traiter un peu le run, tu vois, le quotidien, les bugs, les optimisations pour tel ou tel client, des petites features à rajouter, etc. Mais bref, tu protèges la team et nous, en contrepartie, on va faire en sorte vraiment de t'accompagner dans ton projet de vie et on va mettre en place une rupture conventionnelle à telle date, tu vois, je crois que c'était 6 mois ou... peut-être même, à peu près 6 mois après. Et en fait, ça a été quand même, je le remercie d'ailleurs, il s'appelle Guillaume, ça a été hyper important pour faire en sorte finalement de construire la suite, tu vois, parce que voilà, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu peux aller de l'avant. C'est intéressant. C'est peut-être une bonne pratique qui peut être suivie, tu vois, par d'autres entrepreneurs ou projets. Ouais. Et à quel... Vous avez encore des gens qui sont sur cette legacy, sur Absolument pas, non. À quelle date ça s'est arrêté ? Écoute, on a fait la transition, il me semble que c'était le 1er janvier 2018. Ok. Tu vois.
Et en fait, la particularité qu'on avait mis en place, c'est qu'à l'époque, donc Contest, création de jeux concours, et Fast Story, la première version te permettait uniquement de générer des vidéos au format Stories. Tu vois, basées sur des templates, etc. Et donc, en fait, pendant un certain temps, je crois que ça fait même plus d'1 an, on proposait les 2 produits en parallèle à nos clients. Donc, on tentait de faire du cross-selling aux clients Contest. En même temps, on allait chercher des nouveaux sur Fast Story, sur vraiment cette génération de vidéos. Et en fait, cette stratégie, avec le recul, je trouve qu'elle a été assez maligne parce qu'elle a permis de masquer aussi à nos concurrents qu'on était en train de repeindre la baraque, quoi. Et de transformer finalement une Twingo en Ferrari, quoi. Tu vois, il y avait aussi ce principe-là. Ce qui est intéressant, c'est que, enfin, on en parlait avant de déclencher l'épisode, c'est vrai que vous, ce builder de story, je vais l'appeler comme ça, oui. on va dire c'était il n'y avait pas grand-chose jusqu'à il y a quelques mois. C'est-à-dire que, bon, vous étiez peut-être d'un côté, il y avait... t'avais peut-être des Adobe ou autres qui avaient des logiciels, en tout cas en desktop. Ouais. Je vais dire ça différemment, parce que c'est vrai qu'en mobile, il y en avait, mais en desktop, tu vois, par exemple, si t'essayes de faire de la promo de podcast, tu vois, t'en avais pas une tonne, tu vois. Ouais, tout à fait. Et en fait, avec l'arrivée des IA génératives, par exemple, je pense à Submagic, j'ai publié un épisode il n'y a pas très longtemps. En fait, j'ai l'impression que c'est devenu hyper crowded, tu vois. Genre, il y a une tonne de... Maintenant, il y a une tonne d'éditeurs, une concurrence de malades, quoi. Et presque pour vous, heureusement, enfin, non pas que vous en seriez pas sorti, parce que vous auriez une petite longueur d'avance sur les autres, donc longueur que vous auriez sans doute pu garder. En tout cas, vous n'êtes plus trop dans cet environnement concurrentiel, qui maintenant est devenu hyper concurrentiel. Ouais. En fait, ce qu'il faut aussi comprendre dans la transition entre Contest et Fast Story, c'est que progressivement, on a premiumisé notre offre. Tu vois. C'est-à-dire qu'à la base, sur Contest, on s'adressait plutôt effectivement aux PME, à certaines grandes marques qui avaient besoin de création de jeux concours rapides. Mais il faut savoir quand même que les plus grandes marques travaillaient à l'époque quand même majoritairement avec des agences. Et donc après, c'est plutôt les agences qui nous utilisaient, entre guillemets, avec, j'imagine, une marge mais une marge qui était beaucoup trop conséquente. Mais maintenant, c'est les marques en direct ? C'est beaucoup de marques en direct. On travaille quand même en partenariat avec un certain nombre d'agences comme Publicisport par exemple, comme La Fourmi, qui est une agence dans le marketing sportif très compétente. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de venir un peu en tripartite et de se dire que finalement, à la base, l'agence ne communiquait pas forcément sur un Contest, alors qu'aujourd'hui, elle va mettre en avant qu'elle utilise la technologie Fast Story comme un atout, tu vois, et comme quelque chose où finalement chacun amène son expertise. L'agence va venir avec sa stratégie, avec vraiment la partie opérationnelle, le CM, vraiment la partie création de contenu, etc., planning et autres. Et nous, on vient apporter une technologie qui est à l'état de l'art et qui permet d'aller beaucoup plus loin que si l'agence avait fait appel directement à une équipe de dev ou à une plateforme plus traditionnelle, quoi, tu vois. Donc, Vous, tout ce qui sort, entre guillemets, de Fast Story, c'est des contenus, entre guillemets, des dispositifs plutôt froids, dans le sens où ils sont planifiés quelques semaines en avance ou quelques mois en avance, genre dans le cas d'un dispositif global, je sais pas. Je lance un nouvel album, j'ai un nouveau spectacle, ce que tu veux, alors encore plus pour de l'événementiel. Mais en gros, j'ai ça, et du coup, je vais préparer quelque chose dans Fast Story où tu peux avoir du contenu, un dispositif toujours, je l'appeler comme ça. De l'activation. De l'activation, mais qui est beaucoup plus spot. Tu vois, il se passe un truc, je réagis sur le... Un peu du moment marketing, où je vais réagir et où là, effectivement, le fait qu'une marque ait les outils en direct, ça a plus de sens que de bosser avec une agence où, tu vois, plus t'as de monde, plus c'est compliqué, quoi. Écoute, alors aujourd'hui, on a 2 modèles, si tu veux. On a vraiment le modèle self-service, où tu vas avoir, par exemple, justement, un Paris La Défense Arena, qui est un excellent exemple, qui va utiliser la plateforme tout au long de l'année.
Et donc, eux, ils vont avoir en fait 2 workspaces. Ils ont un workspace Racing 92, qui est leur équipe de rugby hébergée, où là, ils vont avoir des matchs régulièrement et ils vont réaliser des quiz, des pronostics, voilà, toutes sortes de mécaniques de jeu pour maintenir l'engagement des fans tout au long de l'année. Ensuite, ils vont avoir les concerts. Donc là, bon, c'est un peu différent parce que forcément, il y a une prod, il y a des droits musicaux, des droits sur l'artiste. Donc, ils ne peuvent pas non plus faire tout ce qu'ils veulent, mais il y a des blind tests qui sont mis en place. Voilà, tout un ensemble de projets là aussi. Et donc, on est plus ici, si tu veux, dans une notion de planification. Quand même, tu vois. Même si des fois, la création en elle-même du jeu peut être faite quasiment au dernier moment. 24 heures avant. Par exemple, ils mettent en place aussi un programme digital, c'est-à-dire que quand tu vas voir Orelsan en concert, donc tu as un écran, tu as 2 écrans latéraux, donc à gauche et à droite de la scène, 40 000 personnes quand même dans ce stade qui est le plus grand d'Europe. Et en fait, tu vas scanner un QR code qui va te permettre d'accéder au programme de la soirée avec les temps forts, les horaires avec la première partie, l'offre de restauration, le code Wi-Fi, quelques concerts à venir et potentiellement un jeu. Okay. Tu vois, donc ça c'est des choses qui sont faites parfois très rapidement parce que on leur a mis en place un template, voire même ils l'ont créé dans la plateforme qui peuvent dupliquer. Okay. Et donc là après derrière tu peux là aussi sans compétences graphiques et techniques concevoir tes contenus en tant que marketeur pour répondre à tes objectifs marketing. Ouais. Ok. Et donc ça, je disais, ça c'est la partie self-service. Et après, il y a une partie full service où là, on va plutôt être dans une démarche un peu en mode agence spécialisée dans la gamification, dans l'engagement. Et on va recevoir un brief de la part d'un nouveau client ou d'un client existant. Et ensuite, on va estimer finalement le temps d'effort à produire pour réaliser l'expérience en question. Donc ça peut être une expérience, ça peut être plusieurs dans l'année qui peuvent être provisionnés à l'avance sous forme de crédit. Et en fait là, on garde la main sur la plateforme et on conçoit le système, on peut dire, enfin l'expérience de A à Z, avec des motion designers, des concepteurs, des chefs de projet, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le eat your own dog food. C'est genre quand tu es en mode agence, en tout cas les personnes qui sont chez toi qui font ça, bah du coup au moins tu vois tout de suite les limites de la plateforme. Donc j'imagine que d'un point de vue tu vois conception SaaS, là pour le coup je parle vraiment de la partie SaaS, c'est hyper intéressant comme feedback, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un outil de création. Donc après, effectivement, il peut être utilisé de plein de manières. Il y a aussi cette notion d'accompagnement qui s'est développée au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'à la base, comme je te disais, c'était quelque chose qui était quasiment 100% self-service. Aujourd'hui, oui, on fournit la plateforme, mais on fournit aussi des équipes, une expertise, des gens, tu vois, des account managers notamment, qui vont t'accompagner dans ton développement stratégique et qui vont faire en sorte que tu puisses, voilà, il y a le micro, oui, que tu puisses vraiment construire au mieux et répondre à tes besoins, quoi, tu vois. Et ce split, on va dire agence SaaS, tu l'estimes à combien en gros, tu sais? Écoute, là aussi, en termes de chiffre d'affaires, c'est à peu près 50-50 aujourd'hui. Okay. Entre vraiment du récurrent, d'ailleurs annuel, on parle plus d'ARR que de MRR chez nous, voire biannuel pour certains clients. Et de l'autre, effectivement, des clients qui vont nous commander des campagnes, mais qui sont aussi de retour régulièrement. Donc ça, c'est aussi la particularité de notre modèle. C'est, l'ARR est valorisé, mais la partie non récurrente aussi. Parce que c'est des clients qui sont très fidèles. On n'a quasiment pas de churn aujourd'hui. On est de l'ordre de peut-être 10% annuel. En termes de... J'ai pas mal de questions du coup qui me viennent. Vous avez beaucoup de concurrence aujourd'hui sur ce que vous faites? On a un certain nombre de confrères, effectivement. Je dirais 2-3 principaux. Okay. Avec qui potentiellement on peut être en compétition sur l'un ou l'autre appel d'offres. Voilà, mais sur la taille de ce que je veux dire, c'est que sur la typologie de clients que vous servez, c'est pas non plus comme ce que vous pouviez avoir avant sur Contest où là c'était en dizaines ou en centaines de concurrents. Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré la transition, le pivot on peut dire, nos concurrents n'ont quasiment pas changé. Okay. Voilà. Donc c'est aussi, si tu veux, une opportunité pour nous. Parce que, justement, eux n'ont pas fait cette transition.
Alors peut-être qu'ils vont le faire, peut-être qu'ils sont en train de le faire. Ils ont forcément fait évoluer leurs outils, ils ont pris des chemins différents. Mais je veux dire, cette approche mobile first, pour l'instant, on a quand même, tu vois, ce côté, ce lead qu'on a réussi à conserver avec les années, parce que c'est une expertise qui est particulière. On a beaucoup parlé du format story, mais on a aussi intégré dans chacun de nos jeux, et c'est quelque part même un passage obligé, un chatbot. Et ce chatbot permet de remplacer le formulaire de participation classique et d'aller jusqu'à augmenter, jusqu'à doubler le nombre de participants d'un jeu. Donc c'est quand même pas rien. Et donc tout ça, tu vois, c'est des innovations qui viennent se goupiller les unes aux autres, qui font qu'à un moment donné, tu peux créer une singularité dans ton projet. Et donc même si tu as des concurrents, en réalité, on se copie très peu. Je dis on parce que ça va dans un sens comme dans l'autre. Forcément, on va s'observer. Mais après, moi, je suis plutôt dans une démarche où je vais regarder une fois tous les 2-3 mois. Et après, je ferme le bouquin, quoi. Tu vois. Je suis plutôt en mode, on va construire notre truc, on a une vision et on va l'exécuter jusqu'au bout. Et en termes de territoire, aujourd'hui, vous êtes surtout en France ? Ouais, quasiment 100% en France. On a quelques clients en Suisse et en Belgique. Voilà, on travaille par exemple en Suisse avec le groupe Manor qui détient la marque Lacoste. Enfin, j'ai pas pensé à ça aujourd'hui en mettant le suite qui va bien. Mais effectivement, il faut savoir que c'est un peu l'équivalent de BHV en Suisse. Et donc, ils vont réaliser des opérations là aussi en magasin qui vont être relayées sur les réseaux, etc. Ouais, parce que toute la partie agence dont tu parlais, finalement, est-ce que... ce que j'entends, c'est que... c'est surtout de la techno, en fait. Enfin, non. Ouais. Il y a une expertise que vous avez et tout, et des relations avec les agences qui, sans doute, et les marques qui ont appris à utiliser votre produit et à en faire un certain levier. Mais en soi, techniquement, vous pourriez très bien faire la même chose que ce que vous faites, et entre autres sur la partie événementielle, genre aux US, dans des énormes stades, qu'en Europe, quoi. Écoute, c'est tout le sujet du moment. Voilà, on se demande comment est-ce qu'on peut être smart dans le fait d'amener un product market fit à l'international. Forcément, l'idée, c'est de ne pas taper le monde entier d'un coup, donc de ne pas cibler, tu vois, un marché trop large. Donc c'est comment est-ce qu'on vient proposer quelque chose d'innovant, de différent. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs locaux. Donc comment est-ce que tu viens, tu vois, être en rupture par rapport à l'existant. Et on a aussi cette spécialité, en tout cas qu'on a estimé être très présente, un peu une particularité française, de vouloir construire des expériences mobiles qui sont vraiment hyper poussées. Je pense qu'on a un sens du marketing en France, on n'en parle pas suffisamment, qui est quand même très subtil, avec une vraie volonté de construire un univers. Tu vois. Aujourd'hui, si tu regardes comment est fait un jeu concours aux US ou même au UK, c'est encore trop souvent un simple formulaire. Tu vois. Et on a fait pas mal de tests dans le passé, et c'est quand même une tendance qui est très ancrée, parce que potentiellement, ils ne voient pas forcément une valeur immédiate, ils sont très straight to the point, et donc le fait de vivre un voyage avant de remplir de la data, c'est pas forcément inné. C'est pas forcément dans la culture de certains pays. En revanche, ils sont très data-driven, donc en fait, si tu leur dis... on a prouvé que ça marchait mieux, normalement, c'est quelque chose auquel ils sont sensibles. Oui, mais après, tu as quand même un certain nombre d'étapes que tu rajoutes avant la collecte. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, on proposait qu'un chatbot, mais maintenant, on a un champ unique qu'on permet de mettre en amont du jeu pour faire en sorte de collecter une data. Tu vois, parce qu'en fait, c'est une bonne pratique de proposer d'abord de l'engagement et ensuite de la collecte, sauf dans un cas où effectivement tu veux collecter en priorité. Et là, pour le coup, c'est bien de demander un email en amont, surtout quand ton audience elle est déjà très active, très engagée. Là, tu peux te permettre de le faire. C'est intéressant. Et du coup, sur cette partie justement go-to-market international, alors sans tout dévoiler, c'est quoi un peu
le plan ou l'ambition en tout cas? Ouais, bah écoute, là, nous on a réussi à valider pas mal d'étapes sur le live. Effectivement, comme je te disais, voilà, la plus grande salle d'Europe, des grands événements sportifs. Je peux pas trop rentrer dans les détails, mais cette année, il se passe quelque chose de grandiose en France. Ça fait 100 ans que c'est pas arrivé. J'ai pas le droit de te dire ce que c'est, mais on est très fiers d'être sur ces sujets depuis beaucoup d'années. Okay. Voilà, pour faire en sorte que tout se passe bien en matière d'engagement fan. Voilà, il y a aussi plein de sports, hein, effectivement, qu'on accompagne. Aujourd'hui, il faut te dire qu'à peu près 80% du volume d'affaires chez Fastory est généré grâce au marketing sportif. Donc ça peut être des clubs, ça peut être des fédés, ça peut être des salles. Et en fait, on a construit cette spécificité au fur et à mesure du développement et de la prise de maturité de Fastory, qui fait qu'aujourd'hui, on se sent de plus en plus fort d'adapter en fait ces expériences sur un marché, sur d'autres marchés. Et on pense effectivement que le live, c'est un des points d'ancrage qu'il faut qu'on réussisse à valider. Tu vois. Et donc après, c'est toujours, en fait, tu repars dans une boucle nouvelle où tu es un peu nouveau sur le marché, t'as pas de ref. Donc comment est-ce que tu fais pour potentiellement faire 2-3 trucs gratuits? Enfin, voilà, on va revivre le truc qu'on a vécu il y a 15 ans, mais on est quand même beaucoup plus armé. On a déjà une techno qui est performante, qui est puissante, et surtout on a des refs aujourd'hui qui sont identifiés à l'international. Tu vois. Et justement sur cette partie ref, alors de questions un peu en deux temps. On va dire question rapide, après je te donnerai la question lente. Question rapide, tu as certaines refs, tu ne les as pas citées parce que tu n'as pas le droit de les citer, parce que c'est des grosses rencontres internationales multisports ou sur certains sports. Parce qu'en fait, si tu les citais, il faudrait que limite, ça te coûterait plus cher que ça te rapporte. Comment justement t'arrives à leverager ça dans ton marketing? Ça doit être assez frustrant. Enfin, tu vois, moi, je vois, j'ai un client, enfin, il y a quelques années, ça m'est arrivé, je le signe sur Collect, je le négocie, ou plutôt il me négocie beaucoup de rabais. Je me dis, allez, c'est pas grave, vas-y, je lâche un peu en négo parce que ça me fait une belle rêve, ça me fait un beau logo. Et en fait, au dernier moment, il y a un markup sur le contrat et il y a un seul truc qui est supprimé, c'est l'autorisation de communiquer sur de référence commerciale. Et là, tu te dis, ah ok, donc j'ai complètement perdu, tu vois. Comment toi tu gères ça? Alors déjà, si tu vas voir nos CGU sur le site, tu verras qu'on a intégré cette clause de citation de référence commerciale par défaut. Donc ça paraît anodin, mais c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est de l'opt-out. Tu vois. Donc après, l'opt-out peut se faire via un contrat, en sachant que avec certains grands groupes, certaines grandes marques ou événements, on signe des contrats et donc là, les clauses sont particulières et différentes. Mais après, pour 90% des cas, c'est les CGU qui prévalent. Et donc en fait, nous, on a vraiment cette approche où on se dit que c'est plus intéressant de démontrer plutôt que de prétendre. Et donc, si tu vas sur notre site, tu vas vivre une expérience. Tu vois. Et donc, ça fait partie intégrante de notre stratégie marketing aujourd'hui, où on développe vraiment une communication humanisée, on peut dire, des références qui sont mises en avant et qui vont s'appuyer sur des exemples concrets que tu peux tester. Donc, il y a des QR codes un peu partout aussi, hein, pour que tu puisses sortir ton téléphone de la poche et vraiment te mettre dans la peau de celui ou de celle qui va jouer au jeu, qui sera en même temps ton audience, hein, ta cible. Donc, il faut que tu la chérisses, il faut que tu la comprennes. Et en fait, le site vitrine tel qu'il est aujourd'hui, on doit en être à la version 10 ou 15, tu vois, et c'est un produit à part entière. Ok. Ça n'a pas totalement répondu à ma question, mais ok. Ta question était sur... Ma question, c'est vraiment sur le côté, on va dire, grands événements internationaux. Ouais. Comment tu fais quand même, donc, malgré tout? Dans le contrat, tu n'as pas le droit d'en parler. Comment tu fais malgré tout pour essayer de t'en tirer et on va dire, d'arriver à ce que ça se... Tu fais un peu deviner. Voilà, après c'est dans les conversations. C'est aussi au travers de finalement la singularité de notre navigation mobile. Quand tu es sur un jeu Fastory, tu sais que c'est Fastory si tu en as déjà vu un, ou si tu as déjà communiqué si tu as déjà échangé avec nous, tu peux deviner que ça a été fait avec Fastory.
parce que tu as déjà vu des exemples qui ont, autres qui, eux, sont autorisés à la communication. Ouais. Et puis même, j'imagine que... Et donc, c'est notre patte, tu vois, c'est notre marque, finalement, qui transpire à travers l'interface de jeu. Ouais. Et on va dire tes clients, c'est des gens qui benchmarkent beaucoup, qui vont venir dans ces gros événements internationaux pour voir comment c'est... c'est aussi le cas. Ouais, on a ces stratégies, justement, d'inviter à la fois des clients, donc plutôt pour de la fidélisation, on peut dire, mais aussi des prospects sur les grands événements auxquels on contribue, tu vois. Et donc ça fait quand même la différence, parce que tout d'un coup, tu vas faire vivre à ton client l'expérience c'est presque un transfert, quoi, tu vois. L'expérience qu'il aimerait faire vivre lui-même à ses fans. Et en fait, l'avantage qu'on a dans le monde du sport, c'est que tu as quand même un grand nombre de passionnés, des gens qui aiment le sport, tu vois. Donc en fait, quand tu les invites à un événement tennistique à Paris, tu sais que ils vont kiffer. Ils vont passer un super moment. En plus, c'est difficile d'acheter des places. Et donc, tu leur fais un double cadeau qui fait qu'ils sont très contents d'être là. Et puis après, voilà, c'est du relationnel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec les années. C'est que on est dans une niche, on est dans une communauté quelque part, hein, tu vois, marketing sportif, sport business. Et en fait, c'est important d'être au contact. On travaille notamment en partenariat aussi avec une communauté qui s'appelle Sportsora. Et donc Sportsora, tu vois, eux, ils sont vraiment en charge de la promotion de ce secteur, avec aussi de l'accompagnement, hein, pour faire en sorte que politiquement cette communauté soit soutenue. Et en fait, voilà, on s'est énormément rapproché quelque part de ces différentes entités, et on essaie d'apporter de la valeur le plus possible, d'être dans un échange et de co-construire. Voilà, ça c'est un des enjeux d'ailleurs de cette année. Il y a justement ma deuxième question un peu sur cette partie marketing. Il y a un truc que j'ai trouvé très bien fait chez vous, et en tout cas qui s'adapte totalement au type de produit que vous avez, qui sont un peu vos vidéos testimonials, tu vois. Alors je dis testimonial, c'est même pas testimonial, parce que je sais même pas si vos clients sont interviewés dedans, mais en tout cas, il y a vraiment un côté, tu vois, storytelling que vous faites en vidéo. J'essaierai de mettre peut-être un ou deux exemples dans la description de l'épisode, mais je pense que c'était à la Défense Arena, où en fait, pendant le concert d'Orelsan, je sais plus, mais bref, il y a un truc où on fait voit vraiment, et c'est bien monté. Enfin, c'est agréable à regarder. C'est pas comme d'autres vidéos testimoniales qui sont pas agréables. Raconte-moi un peu. Ce qui m'intéresse là, c'est d'essayer de comprendre comment maintenant vous avez mis ça en place, tu vois. D'accord. C'est fait en interne, c'est fait en externe. Comment tu documentes, tu vois, tout ce truc-là. Est-ce que c'est dès la signature du contrat où tu dis attends, là c'est un gros truc, il faut qu'on arrive à le faire. Enfin, en fait, bien comprendre. Alors le secret par rapport à la méthodologie, hein, de ce qu'on a pu mettre en place, c'est qu'on l'a intégré à 100% dans les process. Et dans les étapes finalement de construction de campagne, c'est-à-dire qu'on utilise un outil que tu connais, hein, qui s'appelle Notion. On était très fan de Trello, hein, dès le début, mais hop, on a tout passé dans Notion, c'est beaucoup plus puissant, on peut faire beaucoup plus de choses. Et donc en fait, on a notre Kanban avec nos colonnes, et en fait, on a une colonne case study. Okay. Et en fait, dès qu'une campagne se termine, on a en tout cas une campagne full service, je dirais, plus que self. Là, on va avoir forcément le bilan, la review des équipes, etc. Et tout de suite, on va créer le case study, et on va surtout le promouvoir et le marketer du mieux possible auprès du client, en lui expliquant pourquoi est-ce que c'est important pour lui d'avoir cette fameuse page sur notre site vitrine, pourquoi est-ce que ça pourrait être pertinent de faire une vidéo, en sachant que en fait, il y a plusieurs leviers, je dirais, de motivation. Forcément, quand tu es marketeur dans une boîte, tu as une volonté quand même de communiquer en interne tes succès. Donc là,
si tu as une belle vidéo où tu t'exprimes bien, clairement, ça peut faire la diff, tu vois, pour vraiment valoriser. Et puis, du coup, c'est un cercle vertueux parce que derrière, ça veut dire que quand il faudra défendre un budget de renouvellement de la solution Fastory, ce sera aussi plus simple, tu vois, parce qu'il y a la vidéo, il y a l'asset clé qui fait que, quand même, ça permet d'appuyer les arguments beaucoup mieux. Et après, c'est aussi l'opportunité de pouvoir communiquer à l'extérieur, ne serait-ce que, voilà, potentiellement sur des entités où il y a beaucoup de concurrence. Typiquement, on peut mettre en avant un marketing de qualité. Et du coup, nous, on fournit gratuitement toute la production de la vidéo. Et ça, c'est venu d'ailleurs pendant et après le Covid, où on a vraiment développé une expertise vidéo pour pouvoir... En interne, du coup, tu as quelqu'un en 100% interne 100% en interne. Okay. Voilà. Ça, c'est aussi une particularité chez nous, c'est que 100% de ce qu'on fait est fait maison. Et du coup, quand tu as comme tu disais, un concert ou quelque chose comme ça, vous êtes sur place ou... Ça dépend. Ça dépend. Ouais, non, mais parce que tu vois, entre autres, je pense sur la vidéo, forcément, en fait, c'est là où pour moi, tu es obligé quand même beaucoup d'anticiper. Tu as ton métier à faire, mais si tu veux penser case study, si tu veux penser, en fait, il faut que tu captes le moment, bien sûr. Tu vois, bien sûr. Après, on n'est pas là à tous les événements. Forcément, mais en revanche, on essaye d'être là dans les moments clés. On essaie de faire en sorte finalement de capter les bonnes images qui vont être impactantes. Et c'est vrai que ça rajoute, le fait qu'un public joue en live, ça rajoute forcément ce petit supplément d'âme dans une vidéo, alors que en fait au quotidien on fait du digital, on fait parfois de l'impalpable. Quand j'essaie d'expliquer à mes parents à quoi, ce qu'est Fastory, maintenant ils comprennent que ils disent ok, tu crées des jeux. Tu vois, tu crées des jeux concours. Au bout de 15 ans. Voilà. Surtout que les jeux concours, ça existe depuis la nuit des temps, tu vois. Donc moi-même, mon premier jeu concours, je crois que j'étais avec mon grand-père à la galerie commerciale du Auchan et on a tourné une roue, tu vois. Voilà, ça vient de là un peu, tu vois. Et en fait, il y a cette démarche je sais plus de quoi on parlait. Sur les testimonials, les testimonials, les case studies. Il y a cette volonté justement d'intégrer nos clients. Ça peut être un interlocuteur ou plusieurs. On essaie d'amener un décideur et un opérationnel dans la même vidéo. Je trouve ça intéressant, tu vois, le côté théorie, stratégie d'un côté, et puis la pratique de l'autre. Comment ça a été mis en place concrètement. Donc avec la mise en avant du doer, tu vois, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les contenus. Et après, effectivement, la marque peut le partager. Et en fait, à la suite de ces case studies initiaux qu'on a construits en vidéo, on a développé d'autres formats vidéo qu'on peut aussi évoquer, notamment un podcast. Ouais, parlons-nous. Oui, je ne veux pas faire de concurrence. Un podcast, écoute, qui vise à mettre en avant les meilleures actions en matière de storytelling et d'engagement fan. Donc, c'est notre ça s'appelle comment marketing manager Jules Vigroux. Ça s'appelle Storyteller, et donc c'est animé par Jules. Et on essaie d'inviter des gens justement de la sphère sportive, musique, finalement tous ceux qui ont besoin à un moment donné de développer des stratégies autour des fans. Et aussi des experts. Par exemple, quelqu'un comme Mathieu Cruc, qui est DG de Brainsonic, l'agence. Donc lui, il a développé une expertise de ouf autour de l'IA. C'était super intéressant de l'avoir, tu vois. Etc., etc. Et effectivement, on est dans cette démarche finalement très top of the funnel de construire des contenus vidéo de qualité qui peuvent ensuite évidemment être déclinés sur les plateformes d'écoute. On ne fait pas énormément d'audience, mais on part du principe que c'est une audience qui est très qualifiée et surtout qui permet à la fois d'intéresser évidemment des nouvelles cibles potentiellement, mais qui va aussi flatter un peu nos clients, où ils vont avoir cette opportunité de communication, de temps de parole dans des moments un peu clés aussi pour eux. Donc tout ça, voilà, c'est encore une fois l'idée d'alimenter le relationnel et puis d'être dans une démarche où finalement on va rendre service, on va, tu vois, give, pour ensuite potentiellement intéresser, émoustiller par la création de contenu, quoi. Super intéressant. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, en tout cas pour maintenant. Peut-être qu'on fera un deuxième épisode prochainement. Okay. En termes de... Enfin, tu dis give.
du coup, ça me fait penser, est-ce que tu as des livres, des ressources dont tu t'inspires qui font on va dire ton école de commerce que tu n'as pas fait, tu vois, où tu arrives à compenser ça? Écoute, il y a un bouquin qui vient immédiatement, c'est un bouquin qui a été un peu fondateur, tu vois, quand on a créé la boîte, c'est Rework. Ouais. Et même Getting Real avant Rework, parce qu'en fait, donc Rework n'existait pas. Les deux livres écrits par les fondateurs de Signals, les fondateurs à l'époque de Basecamp. Donc là, bon, on est obligé de remonter un peu les années. C'est toujours Basecamp. Et A aujourd'hui. Ok, ils ont changé de nom du coup? Non, donc Basecamp existe toujours, et en fait ils ont créé un truc qui s'appelle A, donc c'est HEY, qui est censé réinventer l'email. Ok. Donc ils ont lancé il y a un peu plus d'1 an, et là il y a une quinzaine de jours ils ont annoncé un truc qui s'appelait A-Calendar. Ok. L'idée étant de repenser le calendrier. D'accord. Et d'ailleurs c'était assez intéressant. Alors j'ai pas tout regardé, mais j'ai oublié son nom. T'as DHH et le deuxième, j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Bref, dans les fondateurs de Basecamp. Et en fait, tu le vois faire la présentation du produit. Et c'est marrant parce que c'est quand même une très grosse boîte. Et en fait, le mec, il fait ça avec un Loom, tu vois, grosso modo. Ok. Qui dure 25 minutes, qui est pas chiante, qui est une bonne démonstration de product marketing, de comment faire une bonne démo et tout. C'est une ressource que je vous recommande. Ok. D'accord. Avec un Loom, donc c'est vraiment. Avec un Loom, et c'est là où tu te dis. Donc, tu vois, quand toi, tu as tendance à over-engineer certains trucs disant non, mais je peux pas présenter telle feature parce qu'il faut que on mette ça en avant. Bah, tu vois, en fait, eux, ils le font avec un Loom, tu vois. Donc, finalement, je trouve ça pas inintéressant. C'est ça. Après, c'est vrai que le fond compte beaucoup, hein, plus que jamais. La forme aussi, évidemment, parce qu'il suffit que tu aies un mauvais son sur un podcast. Est-ce que tu as vraiment envie de l'écouter pendant 2 heures? C'est pas sûr. Donc ça, clairement, et le niveau global a vachement augmenté. Après, est-ce que eux peuvent se le permettre parce que c'est Basecamp, c'est 37 Signals, ils ont une audience déjà de notoriété très historique, justement. Je sais pas. Si bien que je les cite encore, tu vois. Et c'est vrai que ce bouquin Rework, pour le coup, je trouve que ça se lit encore très bien. Ça a été écrit d'une manière très simple, très facile à lire. Et du coup, nous, tu vois, ça fait partie de notre process d'onboarding de nouveaux collaborateurs. Voilà, tu dois lire ce bouquin, ça te prend... C'est rapide en plus. 3 heures, 2-3 heures grand maximum. Et tu vois, le fait de dire par exemple que les réunions sont toxiques, j'en suis encore assez persuadé aujourd'hui, même si c'est important, même crucial de communiquer dans une équipe, et Dieu sait qu'on essaie au maximum de le faire chez nous. Mais il y a tellement de réunions inutiles. Et maintenant de visio inutiles. Moi, je constate encore aujourd'hui des managers qui passent leur journée en réunion. C'est dommage, tu vois. Et je pense que ça vient notamment du fait qu'ils ont perdu la maîtrise de leur agenda et du coup que les gens finalement le remplissent à leur place. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Alors, c'est plus facile dans certaines boîtes que d'autres, hein, j'imagine. Mais clairement, la gestion du temps aujourd'hui, tu vois, nous aujourd'hui, on se demande, par exemple, est-ce qu'il faut qu'on recrute? Et on a remarqué une chose, c'est que plus on est organisé, plus on a défini correctement les expertises de chaque profil, plus on se rend compte que être une équipe de 10-15 personnes, c'est hyper précieux. Tu vois, c'est vraiment ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux innover rapidement, que tu peux être agile. Dès que tu commences à rajouter des personnes, ça veut dire que tu dois avoir des middle managers. Ça veut dire que voilà, tu vas te créer des situations parfois compliquées parce qu'en fait, je sais pas, sur 20-25, tu as forcément une ou deux personnes avec qui ça se passe très mal potentiellement. Et donc, tu vas te focaliser sur cette personne alors qu'en fait, il faut que tu te focalises plutôt sur les champions. Et donc, clairement, tu vois, nous, on chérit le fait d'être petit. Donc, je ne sais pas si c'est très populaire de dire ça aujourd'hui parce que tout le monde veut scaler, tout le monde je pense qu'il y a un petit retour créer tu vois, le prochain banger. Mais en fait, c'est pas... Nous, on a développé un lifestyle qui fait qu'au fur et à mesure des années, on a construit et développé une idée, une vision. On va continuer de le faire d'ailleurs prochainement parce qu'on va s'attaquer à la partie fidélisation des fans, qui est un gros sujet cette année. Et en fait, tu vois, on n'a jamais cessé de développer
la thématique initiale et on l'a revisité dans tous les sens. Parfois, on pensait être au bout et au final, on l'a complètement réinventé et on se réinvente encore. Pour revenir sur ton point de middle management, des équipes restreintes et tout, j'ai une conversation assez intéressante avec Stan Masueras qui était chez Intercom et qui est maintenant chez Lattice. Tout à fait. Donc c'était un épisode de 99 peut-être, 98-99. Donc assez récent. Et entre autres, Stan m'expliquait, alors je ne sais plus si c'est dans l'enregistrement ou avant, que quand il arrivait chez Lattice, il a voulu montrer à ses équipes justement que il fallait savoir faire avant de faire. Et donc très hands-on en fait, tu vois, par exemple le fait d'organiser un petit side event dans une ville parce qu'il était de passage, tu vois, d'envoyer lui-même les emails, de faire une landing page en 2 minutes et tout. Là où, dans certaines organisations, et parce qu'elles ont grandi trop vite et parce qu'il y avait beaucoup d'argent, en fin de compte, tu te retrouves avec, je sais pas, un directeur marketing ou un head of je sais pas quoi, qui, en fait, est incapable de faire un truc par lui-même et où s'il n'y a pas une armée de mecs en dessous, il sait pas faire, en fait. Donc, c'est vrai que je pense qu'un petit... Tu vois, et sur une grosse partie des licenciements qu'il y a pu avoir ces 12 ou 18 derniers mois, souvent, ça a été un peu justement ce middle management qui a pris cher, quoi. C'est ça, et puis ça a été à un moment donné une course aussi, une fuite en avant de recruter énormément, parce qu'il y a cette volonté de prouver par le volume, par la valo, par tout ça. Et effectivement, nous, je pense qu'au départ, on a essayé de suivre un peu le mouvement, tu vois, on avait fait une petite levée de fonds de seed en 2014, etc. Mais en fait, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que l'important, c'était le chemin. Comment est-ce que tu construis de la valeur? Comment est-ce que tu fais en sorte que ta boîte elle soit rentable, voire hyper rentable, sans forcément recruter masse de monde. Et en fait, justement, c'est le SaaS qui te permet ça. Il ne faut jamais l'oublier que on est même avant l'IA d'ailleurs, dans une approche d'automatisation de ce qui peut l'être et du coup de valorisation de l'humain par finalement ce qu'il peut apporter par ce supplément d'âme en plus, par sa créativité. C'est ça qui fait la différence. Tu vois, et l'IA, je pense qu'elle doit être utilisée comme ça. Voilà, ça nous donne des super pouvoirs. C'est une capacité folle de pouvoir démultiplier son effet de levier. Mais ça remplacera pas une personne. Enfin, j'espère. Eh bien, écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. T'es actif un peu sur les réseaux sociaux ? Écoute, pas suffisamment. Je suis en train de voir là si je vais pas rebooter mon compte Insta, tu vois, parce que en fin de compte, j'avais pas carrément. Ouais, parce que j'avais pas fait grand chose dessus, donc je pense tout supprimer, repartir de zéro et réfléchir un peu à comment je peux communiquer. Et puis après, sur LinkedIn quand même, donc avec des posts réguliers, une stratégie de ghostwriting aussi qu'on a mis en place en interne, mais basée quand même sur des expériences que je vis au quotidien en matière d'expérience et que je partage. En interne. Donc, tu as quelqu'un dans ta team qui... Ouais. Alors, il va pas faire que ça. Mais effectivement, voilà, il y a cet aspect où je me suis rendu compte aussi que j'arrive pas. C'est pas que j'ai... Je pense que je pourrais trouver le temps, mais ça me demande un effort intellectuel qu'aujourd'hui, je ne me permets pas d'avoir. Et puis, c'est vrai que quand tu passes ton temps à gérer toutes sortes de sujets très variés, c'est pas évident de se mettre dans une bulle, de se concentrer, parce qu'en réalité, tu passes pas forcément 20 minutes à l'écrire. Tu as besoin de 30 minutes avant pour te mettre dedans, etc. etc. Il faut que ça s'inscrive dans une routine. Et donc, soit tu réussis à le faire, dans ce cas-là, très bien. J'ai essayé pendant pas mal de temps, j'ai pas réussi. Soit, justement, tu t'entoures avec une personne qui est en capacité de comprendre comment tu vis les choses émotionnellement, quel propos tu as envie de tenir. Et là, c'est intéressant de mettre en place ce duo-là sans dénaturer. C'est-à-dire que je vais quand même relire le post, l'affiner, tu vois, enlever certaines choses. Par exemple, je lis une phrase, je dis, mais j'aurais jamais écrit ça. Ok, je la supprime. Et en même temps, je donne du feedback à la personne. Ce qui est intéressant, c'est que ton effort initial, si toi, tu aurais dû le faire. Enfin, moi, je suis un peu pareil. Je pense que j'ai plein de trucs à raconter, mais c'est pas quelque chose de naturel et je me force au sens propre à le faire. Et quand tu
te force à faire quelque chose, c'est là où t'es un peu artificiel, t'es un peu dans la douleur et tout à fait. tout. Et tu vois, je me souviens, il y a quelques années, quand je bossais chez eFounders, en fait, ce qui était agréable, c'est que toute la team, chacun était fort dans un domaine. Ouais. Et tu vois, par exemple, Rachel qui s'occupait de ces sujets-là, tu vois, de tout ce qui était un peu copywriting, communication et tout. Tu lui disais, tiens, on organise un event, faut faire un post. En fait, elle le fait aussi naturellement que toi, tu fais, je sais pas moi, que j'appuie sur Rec pour elle écrit comme elle respire, quoi. C'est ça. Ouais. Et du coup, en fait, c'est pas... Donc, mais c'est là où chacun... Moi, je suis fasciné par les gens qui sont capables justement de parler, enfin d'écrire comme ils parlent, d'avoir une capacité aussi de pouvoir porter un avis, un jugement sur n'importe quoi, parfois être très clivant. Alors, on sait qu'il y a des avantages et des inconvénients à faire ça, surtout quand tu t'adresses à des potentiels clients. Tu peux pas tout faire, à la différence des solopreneurs qui, eux, peut-être sont plus dans une démarche de se vendre eux-mêmes. Et puis après, effectivement, pour moi, ça fait partie d'un mix. Ça fait partie d'une certaine forme de compétition de l'attention. Donc, c'est comment est-ce que tu es pertinent, comment est-ce que tu fais en sorte de pas non plus... Tu postes tous les combien ? T'appuyer que sur l'IA. Écoute, 2-3 fois par semaine. Ah ouais, quand même. À peu près. Donc ça commence à être... Voilà. Après, des fois, je prends du retard sur les relectures de ghostwriting. Et donc, pendant 1 à 2 semaines, il ne va pas y avoir de poste, ce qui n'est pas bon pour l'algo. Et tu as vu de la différence ? Tu as commencé quand ? Ça fait à peu près 3-4 mois. Ok. Ouais. Et ça se voit... Enfin, ça se voit et sur les stats LinkedIn, et est-ce que tu le ressens au niveau business ? Je pars du principe que ça n'explosera jamais, parce qu'encore une fois, je m'adresse à une cible très fine. Et malheureusement, quand tu fais ça, t'es pas récompensé par l'algo. Tu vois, on s'en faisait encore la réflexion ce matin avec Jules, justement, sur la partie ghostwriting. En fait, il y a déjà ce truc où, quand tu postes sur ta page entreprise, t'es 10 fois moins vu que sur ton profil perso. Ça, c'est déjà un constat de base. Donc, tu te demandes même si c'est encore intéressant de poster sur ta page entreprise, mais t'es quand même obligé de le faire, parce que si la personne, elle va dessus, il faut pas que ce soit vide. Et en même temps, en fait, t'es tenté de faire du mainstream pour toucher un maximum de monde, mais si tu fais ça, finalement, est-ce que tu vas vraiment toucher les bonnes personnes, tu vois ? Et donc là, on est quand même dans une démarche où on se dit qu'on va devoir sponsoriser certains posts, tu vois, on peut pas faire du full organique éternellement. Voilà. Parce que sinon, t'es juste quasiment invisible. Donc je dois faire peut-être 1000, 2000 vues par post grand maximum. C'est pas énorme. Après, forcément, plus il y a de posts, plus ça va s'accumuler, et plus finalement je vais avoir des réactions, des commentaires de clients. Et quand je vais mentionner, par exemple, des gens qui ont participé des clients qui ont participé à un case study, forcément, ils vont me mordre l'appareil aussi, tu vois, et faire remonter un peu le post dans leur flux. Donc voilà, c'est plutôt de cette manière. Mais pas de formule magique pour l'instant, à mon grand désarroi. Bon écoute, en tout cas, je mettrai le lien dans la description, comme ça, si vous voulez soit suivre ce que Sylvain raconte sur LinkedIn, ou même peut-être le retour sur Instagram, je mettrai les liens. Un grand merci, Sylvain. Merci à toi, Alex. Et puis à très bientôt pour les 9 heures restantes. C'est ça. De l'épisode. Merci. À bientôt.